Bonjour et bienvenue dans le talk-show Poétisons le monde de Poésia, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de personnes créatives et engagées à enchanter notre société dans le respect du vivant. On ne monte pas une entreprise, on doit avoir analysé ce qu'on est, où on veut aller, ses besoins, ses valeurs. Aujourd'hui, nous sommes à la Patronnerie à Paris avec Alice Guyot, qui est la cofondatrice de cet espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat féminin engagé. Elle a aussi ouvert la Patronnerie Shop, qui est une boutique dédiée aux entrepreneurs engagés, et elle développe aussi son agence de communication Au Lieu Studio. Bonjour Alice. Bonjour Natacha. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce talk show. Avec plaisir. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a quelques mois à l'occasion de l'organisation d'un événement autour de l'upcycling. Et à cette occasion, j'ai pu présenter le guide de la mode éco-responsable, donc cet événement a été organisé par des membres de ton réseau. Et aujourd'hui, on est en train de développer justement l'envie d'accompagner toujours plus les femmes entrepreneurs engagées en complémentarité et avec envie d'entraide, où justement on va se présenter mutuellement des écoles pour accompagner des étudiants et notamment autour de l'entrepreneuriat engagé. Et j'avais envie justement que tu puisses partager ton parcours autour de la communication, l'entrepreneuriat engagé et le freelancing. Et pour commencer, j'aimerais que tu puisses nous dire comment est-ce que tu poétises le monde à ton échelle. Voilà, c'est une vaste question. Déjà, moi, je considère que j'ai choisi de faire mon métier et en tout cas de monter mon entreprise sur des valeurs qui étaient donc l'entrepreneuriat féminin. Et puis avec une valeur aussi très, on est aussi sur positionnement écologique, donc on dirait même qu'on est un lieu dédié à l'écoféminisme ici. Moi, je considère que, voilà, on a qu'une vie finalement, et que du coup cette vie, il faut qu'elle soit utile. Donc, quand on a décidé de monter ce lieu avec mon associé, mais aussi de le développer à travers une boutique et notre agence de communication, qui est également une agence engagée, eh bien, on a choisi les valeurs qui nous tenaient à cœur, à savoir aider les femmes à s'émanciper à travers la création de leur entreprise, tout en tenant compte des ressources de la planète, puisqu'elles sont limitées, et que on est dans un acte de consommation, on est dans une société de consommation, un modèle économique de surconsommation, mais on peut imaginer consommer mieux et de manière différente. Donc l'idée d'accompagner aussi des femmes chefs d'entreprise qui font du produit, mais aussi du service, c'est aussi réfléchir à tout le travail qui peut être fait en amont pour que les entreprises soient plus green, et puis aussi lors de leur production. Voilà, donc c'est un peu une longue traîne. Donc je dirais on travaille et sur la sororité pour que les femmes se rassemblent et créent ensemble plus de valeur, mais également sur le plan écologique. Voilà. Ok, merci de nous avoir partagé la façon dont tu poétises le monde. Et avant de rentrer plus en détail justement sur ton activité, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours entre tes études, ta vie de freelance et aussi de chef d'entreprise? Oui. Alors moi j'ai un parcours, j'étais pas une très très bonne élève à l'école, c'était pas mon point fort, donc j'ai vite été orientée vers des études techniques. Donc j'ai fait un lycée du bâtiment. Et puis, je n'ai pas travaillé beaucoup non plus, donc du coup, je me suis retrouvée à passer un diplôme de chef de chantier. Donc, j'étais dans un milieu très masculin, mais où je trouvais qu'il y avait vraiment ce sentiment de rassemblement. Ils arrivaient à faire ce truc que nous, les femmes, on n'arrive pas, c'est toujours de l'entraide, une bienveillance assez naturelle. Et puis, quand j'ai commencé après j'ai fait une équivalence, je suis rentrée en mise à niveau appliquée, j'ai fait un BTS design produit, ensuite j'ai fait les beaux-arts. Et à chaque étape, je me suis dit, nous, en tant que femmes, il faut qu'on apprenne aussi de nos homologues masculins qui ont ce pouvoir de se rassembler pour pouvoir s'apporter au quotidien des choses. Et puis, on le voit parce que généralement, un homme dans une entreprise, il va recommander un de ses confrères. Inconsciemment, parce qu'il y a une notion de sexe, de compréhension, etc. Donc, nous, les femmes, il faut qu'on puisse réussir à faire ça. Donc, c'est déjà tout ce volet un peu technique dans mon parcours que j'ai voulu remettre au sein de la patronnerie. Et puis après, donc un parcours art appliqué, beaux-arts. Là aussi, d'autres problématiques, puisque quand on fait les beaux-arts, on est un peu considéré comme une artiste. Donc, passer de l'artiste à la chef d'entreprise, donc c'est pas non plus un statut évident. Et alors, comment on passe des études en bâtiment
à l'art appliqué? Alors, moi, je savais que j'avais envie de faire un métier artistique. Donc, j'avais déjà choisi, parmi le peu de choix qu'on m'avait proposé, un secteur où je trouvais qu'il y avait de l'art. Parce que le bâtiment, c'est de la construction, c'est de l'urbanisation. Donc, il y avait déjà ce travail, pour moi, artistique sur l'évolution de la circulation dans l'espace. Et puis, j'ai fait une équivalence. Alors, à l'époque, quand on voulait faire une mise à niveau art appliqué, donc ce qu'on appelle une MANA, c'était pas sur dossier. C'était, il y avait dossier puis oral. Donc, ça m'a permis de montrer mes valeurs à travers des oraux et un book. Donc, ça m'a permis de sortir aussi de cette posture qui était de la mauvaise élève qui a pas eu le bac, quoi. Donc, Mais c'est quoi être une mauvaise élève en fait? mais je pense qu'on est dans une société hyper standardisée aujourd'hui, tout le monde est dans des cases, donc en fait on va nous obliger à avoir une posture qui est qu'il faut qu'on fasse L si on n'est pas bon en maths, mais globalement autant faire S, et que en fait on laisse très peu de place à la différence, aussi à l'inconnu, à la possibilité d'échouer aussi. Et l'entrepreneuriat, ce qui est incroyable, c'est que en fait ce n'est qu'une série d'échecs pour arriver à une entreprise qui nous ressemble. Donc je trouve que le parcours qu'un enfant peut ressentir dans l'échec, c'est aussi une force par la suite. C'est ce qui nous permet de se dire, c'est pas grave, cette situation d'échec, elle sera une force au quotidien pour les années à venir. Et c'est comme ça que j'ai mené ma vie d'adulte par la suite. Donc on dirait peut-être plus que finalement les études, le système scolaire n'était peut-être juste pas adapté à ton fonctionnement et à tes envies. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que c'était pas, voilà, je rendais pas en tout cas dans les cases qu'il fallait à ce moment-là. Et le plus dur après, c'est d'en faire une force. Et là, pour en faire une force, il faut être soutenu. Il faut avoir des proches, il faut avoir des amis, il faut avoir la curiosité de se renseigner aussi sur ce qu'on peut faire plus tard. Donc une fois que ça s'est passé, ça devient quelque chose de riche. Et du coup, tu mènes une vie à la fois de freelance, chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les différences qui existent entre ces deux aspects, entre guillemets, de l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout le monde est entrepreneur. Mais finalement, qu'est-ce qui existe comme différence entre freelance et chef d'entreprise? Ouais. Alors, la grosse différence, avant tout, ça va être lié à un statut juridique. Techniquement, quand on est chef d'entreprise, on va payer plus de charges pour pouvoir contribuer à sa sécurité, notamment sa sécurité sociale, mais aussi contribuer à la société. Quand on est en micro-entreprise ou des statuts comme maison des artistes, etc., on va avoir moins de charges. Donc, bien évidemment, souvent, on va mieux pouvoir se rémunérer, mais par contre, on va avoir une protection très limitée. Moi, j'avoue que je suis passée par ce statut de micro-entreprise pour pouvoir après acquérir le statut de société. C'est un statut qui a été mis en place qui enclenche pour moi une certaine précarité, notamment chez les femmes, parce qu'en fait, les femmes qui sont moins soutenues dans les business que par nos homologues masculins, qui n'obtiennent pas les mêmes crédits, qui ont un peu plus peur de l'insécurité parce qu'on a grandi avec ces codes sociaux, restent souvent dans ce statut. Or, ce statut ne permet aucune protection sociale. Dans le côté mindset, déjà, en fait, le fait d'avoir une structure où on peut employer, ce qui a été notre cas, ou décider de ne plus le faire, une structure plus grosse, ça veut dire aussi que souvent, quand on monte sa société, on va prendre un crédit. Donc, ça veut dire qu'on est dans une posture où... je parlerai vulgairement en disant il n'y a pas de laisser aller, mais il faut avoir cette posture de chef d'entreprise parce qu'il va falloir trouver plus de ressources au quotidien. Ça veut dire affirmer aussi qu'on est patronne, hein, voilà. Et puis ça veut dire, moi je trouve plus facilement, enfin en tout cas pour moi, se mettre en risque plus facilement parce que qui dit statut de société dit aussi. Ici, par exemple, à la patronnerie, on a pris un gros crédit pour faire des travaux, pour l'aménager à notre image. Donc, ça enclenche toute une philosophie derrière. Quand on fait du freelance, on peut se permettre peut-être d'avoir une organisation légèrement différente. On peut chercher des prestations et des missions ponctuelles sur des plateformes type Welcome to the Jungle ou Malte, exactement. Et du coup, avoir des périodes peut-être de off et des périodes très chargées. Voilà. Et on a
pas de compte à rendre à part à soi-même. Alors qu'en tant que chef d'entreprise, souvent, on a l'idée de développement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rende des comptes. Mais pour toi, passer par la micro-entreprise peut être un bon moyen avant de passer à... Ouais, en fait, la micro-entreprise, de toute manière, c'est un statut qui a été mis en place pour faire du test. Donc pour moi, c'est un statut qui doit durer 1 an, 2 ans, max 3 ans. Mais il faut quand même déjà calculer ses charges comme si on avait déjà une société. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'origine, le statut de micro-entreprise, il a été créé par Sarkozy pour permettre aux revendeurs du Bon Coin de déclarer les charges et ce qu'ils gagnaient sur le Bon Coin. D'accord. Donc c'était vraiment l'idée du capitalisme par excellence, quoi. Il ne faut même pas faire du troc ou vendre un truc, une babiole. Il faut que ça soit limite, quoi. Tout doit être encadré. Voilà. Donc quand on redit ça, on se dit ah oui, peut-être que je vais faire évoluer mon modèle, faire changer les choses. Et tu peux nous dire justement qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir la patronnerie et la patronnerie shop? Concrètement, comment ça t'est venu cette envie, cette idée? Ouais. Et moi j'ai monté une première société donc où je faisais des box made in France de décoration. Et donc la production éthique, locale. Et puis à l'époque, j'avais été suivie par des grands organismes que je ne citerai pas, qui, je pense, m'ont mis dans la case de la femme qui fait un petit truc de déco. Et en fait, j'ai eu des fonds, obtenu des crédits et je me suis plantée sur toutes mes marges, puisque j'étais partie sur un business B2C et pas B2B. Donc, B2C, c'est un business destiné aux particuliers et B2B, c'est un business destiné aux pros. Et quand donc cette box a commencé à marcher, j'ai eu des demandes de professionnels sur des e-commerce notamment. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me rémunérer et je travaillais à perte. Et donc, c'est là où je me suis dit, c'est important de soutenir les femmes qui, comme moi, ont été un peu laissées de côté, ont obtenu des crédits, mais beaucoup moins grosses que ce que j'aurais dû obtenir pour pouvoir faire vivre les choses et me retourner, connaître les pièges de l'entrepreneuriat au début de la création de son entreprise. Et j'estimais, j'étais déjà engagée dans des associations féministes, j'estimais non, les statistiques montrent que, par exemple, un dossier à la banque, quand 2 dossiers passent à la banque pour un homme, il y en a seulement un qui passe pour une femme, à un projet équivalent. Donc, il fallait absolument que on puisse en parler, échanger ensemble et se sentir libre de pouvoir le dire sans avoir quelqu'un derrière qui nous dise c'est pas vrai. Même si, parce que quand on est sur un public mixte, ça sera toujours c'est pas vrai. Moi, je connais une femme qui. Voilà. Hein. Donc, ce lieu, ça permet de parler librement. Ça permet aussi d'éviter la solitude, parce que l'entrepreneuriat, c'est un combat aussi de tous les jours, parce qu'on est seul, qu'on soit micro-entreprise, qu'on soit gérant d'une société. Et puis, ça permet de fédérer et surtout de faire marcher nos business ensemble. Donc, ici, c'est que des métiers complémentaires. Et donc, chaque femme chef d'entreprise peut vendre une prestation à l'autre. Ou alors répondre à un appel d'offres ensemble, par exemple. Ok. Donc, ça va vraiment dans la globalité de l'entraide, à son extrême, en fait. Si exactement. On peut dire, positive. Oui, exactement. Et tu parlais d'écosféminisme. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce que c'est concrètement? Oui. Alors, l'écoféminisme, c'est un terme qui apparaît en France, qui est assez récent, parce que c'est un mouvement qui vient plutôt des États-Unis. Pourquoi? Parce que nous, on a une culture féministe très Simone Veil, etc., où c'était du féminisme plutôt qui partait d'une posture plutôt masculine, c'est-à-dire que la femme, pour devenir l'égale de l'homme, devenait un homme. Donc voilà, posture d'homme, tenue d'homme, coiffure d'homme, etc. Ça, c'est vraiment ancré dans notre culture féministe en France. Et il y a d'autres courants qui existent. Celui d'écoféminisme, c'est accepter nos différences avec nos homologues masculins et pourtant vers plus d'égalité. Connaître nos forces, nos faiblesses. Par exemple, je fais 1m50, je n'arriverai pas à porter une armoire qu'un homme de 1m90 peut porter. Et c'est pas grave, on est différents, mais on peut être dans l'entraide. Bon, généralement, on va le guider et lui va porter. Voilà. Et donc, ce mouvement écoféministe, ce qu'il nous dit en plus, c'est que on va rajouter les valeurs de la planète, du naturel, mieux consommer au quotidien. Il y a aussi toute une partie sur la maternité aussi, qui est que voilà, nos grandes différences, c'est quand même qu'on va enfanter, si on a envie, bien sûr.
pas d'obligation, et que ça va faire des modifications sur notre corps, et que ça nous permet peut-être aussi d'avoir une vision peut-être, je dirais, peut-être plus animale, en tout cas plus primaire sur certaines choses. Et voilà, et donc l'écoféminisme, ça vient de là. Est-ce que tu pourrais nous parler des challenges que vous pouvez rencontrer avec les membres de la patronnerie au quotidien? Oui, alors, il y a plusieurs profils à la patronnerie. On va avoir ce qu'on appelle la porteuse de projet, donc tout début de l'entrepreneuriat, qui elles vont avoir des vrais questionnements sur je monte ma boîte, ma rentabilité, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que c'est dur, la recherche de fournisseurs. Et puis, il y a avoir un profil plus senior qui existe depuis 2, 3, 4, 5 ans et qui sont dans un développement. Donc, ça va être des équipes à peu près de 3 personnes et qui là vont avoir des problématiques de, finalement, comme le salariat, de plafond de verre, donc dépasser des objectifs, et qui sont aussi là parce que elles ont commencé seules et que ça fait peut-être 5 ans qu'elles sont chez elles ou au café et qu'aujourd'hui elles veulent avoir la possibilité d'être entourées. Donc du coup, les porteuses de projets se font aider par finalement ces chefs d'entreprise plus seniors. Et en tant que chef d'entreprise senior, il y a aussi la vision de quelqu'un qui vient de commencer dans l'entrepreneuriat, qui aura sans doute des nouveaux tips à apporter, des nouvelles techniques, et puis qui sera sans doute aussi moins narcissique sur l'entrepreneuriat, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les 2 challenges au quotidien, d'arriver à mélanger, mixer ces profils. Et puis après, il y a une problématique qui existe, que on est un lieu féministe, donc 100% dédié aux femmes. Donc forcément, il y a toujours des questions récurrentes qui est vous voulez l'égalité femmes-hommes, mais pourquoi je ne suis pas tolérée dans votre lieu? Voilà, il y a toutes ces questions récurrentes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, en MP, sur Google, sur Facebook, etc. Donc ça, c'est aussi un combat de tous les jours d'expliquer pourquoi on fait ce choix-là, pourquoi on se positionne là-dessus. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est quoi les autres profils du coup? Après, on a aussi porteuse de projet, chef d'entreprise confirmée, et on a aussi du service. Parce qu'en fait, ici, il faut savoir qu'à la patronnerie, on a un lieu de stock, un studio photo et une salle d'atelier. Mais du coup, comme on est sur un espace qui fait 100 mètres carrés, donc ce qui n'est pas immense, on mélange des profils aussi qui ne font que la prestation de service. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du service, souvent on a envie de faire du produit, et quand on fait du produit, on a souvent envie de faire du service. Donc ça permet de se répondre et de se dire, mais quelles sont tes problématiques en tant que chef d'entreprise au quotidien dans le service, et quelles sont tes problématiques en tant qu'entrepreneuse dans le produit. Donc tout au long de notre échange, tu nous as un peu parlé de toutes les casquettes que tu portes. Est-ce que tu définirais comme un profil multipotentiel? Et si oui, comment est-ce que tu gères justement tout ça au quotidien? Ouais. Moi, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on a besoin de passer par les mots pour être reconnu. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir. Voilà, il y a plein de, je dirais, de nouveaux profils aujourd'hui qu'on découvre. Ça va être comme le TDAH, ça va être, voilà, il y a plein de. Et je trouve que c'est important de mettre des mots sur des situations pour que chacun puisse se reconnaître en disant, ah, effectivement, moi, je me sens comme ça. En ce qui me concerne, je me suis jamais définie en tant que multipotentielle. Je me suis juste dit, j'aime faire plusieurs choses dans ma vie. Voilà. Mais en fait, ça n'existait pas quand moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, parce que ça fait plus de 10 ans. Donc en fait, la seule chose que je me disais, c'est que, en fait, à un moment donné, j'avais besoin de switcher, de changer, de faire évoluer. Et c'est comme ça que j'ai monté mon business. Donc je trouve que c'est intéressant pour toutes les femmes chefs d'entreprise qui commencent de se dire, c'est pas grave si j'ai un lieu, un e-commerce, si j'adore faire de la poésie et qu'en plus je fais de la peinture et qu'en plus il se trouve que je suis une comptable hors pair. Voilà, on a le droit de faire plusieurs choses, heureusement. Si on faisait qu'une chose dans nos vies, ça serait quand même triste. Et en plus, moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand on dit multipotentiel, souvent on se rend compte qu'il y a toujours un lien. Ça peut être le fil rouge, ça peut être la création, ou un fil rouge, d'aimer la gestion, l'organisation. Et donc, nous, finalement, on a créé notre agence de communication avec mon associé. On a trouvé qu'il y avait un manque dans le marché qui était un lieu fédérateur en tant que femme chef d'entreprise. Puis on a créé la patronnerie. Puis on a créé la patronnerie shop.
mais c'est notre agence de communication, qui est donc une agence où moi je m'occupe de la partie créative et mon associé de la partie technique, qui nous a permis en fait de soulever tous ces autres points. Et aucun des points qu'on soulève fait qu'on est moins bon dans l'autre point. Au contraire, ça nous a aidé à grandir. Et quand on sent que on n'a plus d'air, il y a trop de choses, on n'y arrive plus, juste on n'a plus la motive, on délègue. C'est ça aussi le fait la chance, la possibilité d'avoir une société. C'est accepter qu'à un moment donné, on peut prendre quelqu'un d'externe, on peut salarier, on peut prendre un freelance, et on n'a pas besoin d'être seul dans ce combat. Non, c'est vrai que le mot multipotentiel aussi permet à tous ceux, parce que moi ça me parle aussi, le fait qu'on aime faire plein de choses et de ne pas être obligé de rentrer dans une case et de dire quand on lance une boîte, il faut forcément faire un produit et rester focalisé sur ce produit. Et je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui nous regardent, peut-être parce qu'avec Poesia, on a aussi cette envie d'accompagner des personnes qui ont ce côté multipotentiel, mais de trouver ce fameux fil rouge. Et donc c'est intéressant que tu nous parles de ça et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes aussi qui se disent « Ah, j'ai le droit, j'ai la possibilité de faire toutes ces activités et de les mener à bien. » Et toi, aujourd'hui, tu peux dire que le fait de faire ça, comment tu te sens par rapport à ça? Je me serais pas vue, enfin de mère, je suis restée très peu salariée, je me serais pas vue faire la même chose toute ma vie. Et quand on me fait cette réflexion en me disant mais tu fais beaucoup de choses, je dis toujours non, je fais pas beaucoup de choses. Je fais des choses qui sont en lien avec chaque élément de ma vie ou de ma situation. Donc pour moi, je fais juste, je suis mon parcours et effectivement, je considère qu'il est cohérent. Alors c'est peut-être pas le cas de plein de gens qui disent mais non, etc. C'est pas cohérent. Mais si, pour moi, ça l'est. Et puis il y a un truc, si on parle vraiment de manière très pragmatique en business, avoir un client, c'est se mettre en danger. Votre client, il part, vous n'avez plus rien. Avoir une multitude de clients, ça veut dire que le jour où il y a un client qui part, ou juste le jour, vous en avez marre de cette activité, on retombera toujours sur ses pattes. Alors qu'en fait, le mono-client, c'est ce qui met en danger. Et c'est ce qui a mis aussi beaucoup de sociétés en danger avec la période Covid, ou notamment par exemple des cabinets de conseil ou d'agences qui avaient un gros client, et quand le client est parti, en fait la boîte n'a plus la possibilité d'exister. Donc faire plein de choses, c'est s'assurer aussi de vivre mieux. Et on rejoint la perma-entreprise. Exactement. Ouais. Voilà, et par rapport à la permaculture, c'est plutôt de cultiver plusieurs légumes, fruits en même temps pour justement créer cet écosystème plutôt que d'être sur la monoculture, du coup monoproduit où on continue à aller dans la surproduction finalement. Donc c'est aussi une façon de répartir la production de son produit, de son service de manière beaucoup plus saine, si on peut dire. Oui. Et ça rejoint aussi l'écoféminisme, donc c'est parfait. Voilà. La boucle est bouclée. Non mais oui, c'est ça. En fait, la permaculture, c'est se dire qu'une carotte va mieux pousser quand elle sera à côté d'une courgette. Donc, en fait, le business, c'est pareil. C'est de se dire qu'on peut avoir une entreprise de service, mais se dire que, tiens, c'est les fêtes, j'ai envie de développer un petit produit pour ma clientèle. Et puis voilà, ça permet aussi de nourrir sa créativité. Tout à fait. Donc voilà. Et justement, avec toutes ces activités que tu mènes, à quel monde est-ce que tu souhaites contribuer? C'est quoi ton monde idéal? Déjà réduire l'inégalité femmes-hommes, ça c'est évident, parce que je trouve que l'entrepreneuriat, ça passe aussi beaucoup par... alors on voit que les statistiques se réduisent, de plus en plus de femmes sont chefs d'entreprise, mais je trouve qu'elles sont aussi chefs d'entreprise dans de mauvaises conditions. Elles sont souvent aussi chefs d'entreprise parce qu'elles voulaient plus de liberté, pouvoir avoir un moment créatif, pouvoir gérer la famille à côté. Et donc finalement, en faisant ça, elles s'écoutent de moins en moins, pas forcément en fait. Donc vivre son entrepreneuriat dans de meilleures conditions, pouvoir aussi pouvoir avoir des entreprises stables et reconnues. Parce que on le voit dans les boîtes du CAC 40, c'est pas des femmes, hein. Il y en a une ou deux, je crois maintenant. Donc mon monde idéal, c'est une meilleure répartition pour tous les sexes, pour toutes les situations. Parce qu'on est tous humains et qu'on a tous besoin de trouver notre place. Exactement. Donc voilà. Ça. Et comment tu vois le futur de l'entrepreneuriat féminin engagé?
Alors, c'est une vaste question parce que moi, qui suis entourée de femmes au quotidien, j'ai l'impression que ça se développe, que c'est canon. Voilà, en plus, bon, bien évidemment, je suis targetée par les réseaux sociaux, donc je n'ai que des médias archi-féministes. Donc, j'ai l'impression que le monde évolue. Mais il faut quand même savoir qu'on est en période de crise. Et qu'est-ce qui se passe en période de crise ? Eh bien, on se referme sur des valeurs traditionnelles. C'est pour ça qu'on a énormément de pays qui sont passés à droite, très 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 à droite. Donc, je considère que la parole se libère en ce moment et qu'on en entend plus parler dans les médias traditionnels, type la télé, etc. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'il y a quand même une 5e vague de féministes maintenant. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention aux acquis qu'on a, parce que comme on est dans une période de crise, on a tendance à donc retrouver ces valeurs traditionnelles qui sont quand même la femme à la maison, éventuellement le mari qui a le plus gros revenu, donc elle qui va s'arrêter de travailler. Voilà, plein de choses qui font que ça peut faire reculer l'entrepreneuriat. Le point positif, c'est qu'on parle plus, on a libéré la parole avec des mouvements comme MeToo, etc. Mais qu'il faut quand même faire attention à nos acquis pour ne pas les perdre et qu'il faut continuer à se mobiliser, à aller aux manifestations, à avoir des actions. Les actions, ça peut être juste affirmer sa parole, pas forcément de manière... voilà, quand on parle de féministe, on s'imagine toujours il faut lever le poing, hurler sur les hommes. Mais non, juste conscientiser les gens autour de nous, quoi. Communiquer, poétiser. Voilà. Et est-ce que tu pourrais un peu nous parler de comment tu gères justement ta vie à la fois d'entrepreneur mais aussi de maman et avec ton compagnon, comment tu gères tout ça? Alors, déjà moi ça a été... la décision d'avoir un enfant, ça a été un peu... voilà, c'est arrivé un peu comme ça par hasard. Et en fait, moi, ça a toujours été... il y a toujours eu une discussion avec mon conjoint en disant que voilà, moi, ce qui était important pour moi, c'est les valeurs que je porte, et les manières dont je veux l'inculquer à mon enfant maintenant qui est là, mais aussi l'égalité qu'on doit avoir à travers notre couple. Donc, il prend en charge 50% des tâches quotidiennes, voire un peu plus. Et c'est une discussion au quotidien, c'est une remise en question sur la manière dont on fonctionne, c'est aussi avoir une éducation qu'on essaye d'avoir avec notre fille, pas trop genrée, parce qu'en plus c'est une fille, donc le combat c'est aussi de se dire que finalement, moi j'aurais beau lui inculquer toutes les valeurs féministes, ça reste une fille, elle les aura sans doute. Donc c'est aussi à son père de lui induire ce que c'est le féminisme, ce que c'est d'être dans une société patriarcale et pas matriarcale. Parce qu'en plus, quand on est entrepreneuse, on considère toujours que notre agenda il est flexible. Donc moi, j'ai des petits tips, je vais vous les donner. J'allais te demander justement les conseils. Voilà. Alors, si la nounou vous appelle, vous ne répondez jamais. Elle sera bien obligée d'appeler votre compagnon à un moment donné. Voilà. Si vous devez prendre des rendez-vous chez le médecin, n'installez pas Doctolib. Laissez votre compagnon l'installer. Voilà. Voilà, des petites choses qui font que, en fait, la charge mentale de la femme, elle va se faire parce qu'on aura tenu bon sur je ne prends pas de rendez-vous médicaux, je ne répondrai pas aux organismes qui considèrent que, en tant que femme, c'est à moi d'avoir la charge de m'occuper de l'enfant du quotidien. Et aussi, moi, pendant ma maternité, j'ai dit de toute manière, je suis une coquille vide, je ne sers à rien, je suis fatiguée. Donc, c'est mon conjoint qui a fait tout l'administratif. Et une fois qu'il a pris le pli sur l'administratif, il le fait pour le reste de la vie. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Donc, c'est pas évident aussi de sortir de son rôle qu'on nous a imposé d'être la gestionnaire du foyer. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que comme aujourd'hui, on est dans une société moderne et que tout passe par notre téléphone, eh bien moi, j'ai choisi de n'installer aucun élément qui me perturberait pendant le travail. Donc, pas de Doctolib, pas de nounou, tout ce qui fait qui engendre de la distraction et des trous dans mon agenda de femme de chef d'entreprise, tu vois. D'accord. Voilà. Donc c'est finalement trouver une forme de complémentarité au quotidien. Voilà, être complémentaire et se défaire de toute l'éducation que j'ai eue sur l'organisation au quotidien, etc. Okay. Et accepter que les choses soient moins rangées et moins propres que ce que j'en ai envie. On va faire des concessions. Voilà.
Et tu pourrais donner d'autres conseils peut-être à des personnes qui veulent se lancer en tant que freelance ou en tant que chef d'entreprise? Ouais. Alors, se faire accompagner. Se faire accompagner sur l'amont et le pendant. On ne monte pas une entreprise sans avoir analysé ce qu'on est, où on veut aller, ses besoins, ses valeurs. Ça, tu le connais très bien parce que toi, tu le fais au quotidien. Moi, je sais que je n'aurais jamais, j'ai pas perdu de temps, mais il y a plein d'erreurs que j'aurais pas fait si avant j'avais eu quelqu'un si j'avais eu quelqu'un pour me guider en fait dans mon business, mon premier business. Et puis, pendant que la société elle est créée, voilà, ne pas être seule. Continuer à être accompagné au quotidien, continuer à grandir, continuer à se faire former, parce que c'est ce qui va faire de vous quelqu'un de proactif au quotidien. Donc voilà. Ok, on se retrouve bien sur ça en fait, cette notion de se connaître, la connaissance de soi, savoir reconnaître ses dons, ses talents, et ensuite voir comment les mettre ensemble pour créer cette entreprise à notre image, comme tu l'as fait, comme je le fais, et comme on accompagne des femmes à le faire. Exactement. Donc voilà, ça c'est la clé. C'est la clé, c'est ça. Et tu pourrais nous parler maintenant d'un film, d'un livre qui t'a inspiré dans ta vie professionnelle ou personnelle? Oui. Alors moi je suis pas très cinéphile parce que je pense comme beaucoup de gens qui ont besoin de bouger, j'ai du mal à rester devant un écran. En tout cas je fais forcément 2 choses en même temps. Voilà. Après pour lire, et donc moi il y a une citation qui m'avait marquée d'un designer français qui a écrit un bouquin sur, ça s'appelle La laideur se vend mal. Et tout ce livre, en fait, ce livre explique le cheminement du produit, de la conception d'un produit. Donc, c'est le début du marketing et de la communication, qui explique que voilà, quand un objet est mal conçu, mal pensé, pas esthétique, on ne va pas l'acheter. Et qu'en temps de crise, quand on doit faire un achat, on va faire un achat pratique, mais on fera doublement un achat si l'objet est pratique et esthétique. Ça peut sembler un peu parce qu'on disait société de consommation, etc. Mais je trouve que c'est une phrase, en tout cas dans ce livre, et cette phrase, la laideur se vend mal, ça a appliqué à notre quotidien. Quand on voit du beau, on a envie de regarder, on a envie de suivre, on a envie de parler, on a envie d'échanger. Donc, et surtout, ce que je trouve bien dans cette notion de beau, c'est que le beau, on peut le faire avec n'importe quoi. C'est pour ça que je suis très partisane des mouvements type upcycle, tout ce qui est vêtements upcyclés, enfin, produits upcyclés, la production éthique, made in France, parce qu'en fait, on peut construire avec du reste, des déchets, du moche, quelque chose de beau. Il faut juste avoir l'idée et se faire accompagner pour. Donc, ça fait travailler la créativité aussi. Ça fait travailler la créativité, voilà. Donc ça, je trouve que, en tout cas, c'est une phrase que j'avais dû voir aux Beaux-Arts, et à chaque fois qu'on me demande de citer une phrase ou un bouquin, c'est toujours à donc ce designer que je pense. Bon, ce n'est pas une femme, voilà. C'est bien dommage, mais voilà. Et donc, il s'appelle Raymond Lévy. C'est un Français qui s'est expatrié aux États-Unis, qui est devenu, qui a pris la nationalité américaine, si ça vous intéresse. Et j'ai noté qu'en fait, La laideur se vend mal, c'est la traduction de son autobiographie en français, mais qu'en anglais, si on devait traduire littéralement, ça serait « Le mieux n'est jamais l'ennemi du bien ». Donc je trouve que c'est aussi très beau, ça fonctionne bien, puisque c'est parlant, et c'est peut-être moins capitaliste comme phrase, quoi. Ok, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire que même avec des déchets, des choses qui à première vue ne sont pas forcément attractives, on peut les transformer et en faire quelque chose de merveilleux. Exactement, c'est ça. Et voilà, le pouvoir du beau dans nos yeux, je pense que de toute manière, en période de crise, en période de guerre, c'est souvent la créativité à la fin qu'on va retenir. Ou les avancées technologiques, elles sont toujours liées à un conflit, en fait. Donc en fait, c'est un moment où on trouve le beau dans des périodes qui sont pas évidentes. Donc voilà. Et puis si on regarde les artistes aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qu'on retient ou qui nous ont marqués parce qu'en fait, ils ont parlé de trauma à travers l'art. Et donc, le trauma, c'est quelque chose, c'est lié à l'âme, c'est lié à l'humain, c'est ce qui nous différencie techniquement des animaux. Mais ça, on ne sait pas. En tout cas, ils ne peuvent pas nous l'exprimer, quoi. C'est ça. Ouais. Et tu aurais une personne en particulier qui t'inspire et qui poétise le monde et dont tu aurais envie de nous parler ?
Non, parce que pour moi, c'est fluctuant. Je pense qu'il y a des moments de vie où on est attaché à une image, à un artiste, à une artiste, à une autrice et puis ça passe et puis ça évolue. Heu, j'aime pas trop j'aime pas forcément la notion de, voilà, d'attachement vers quelque chose parce que je pense qu'Alice Guyot n'était pas la même, il y a 20 ans, il y a 30 ans et je serai sans doute pas la même dans 20 ans. Pour finir, Oui. pour les personnes qui ont été inspirées par ton partage, comment est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Alors, il ne faut pas hésiter sur LinkedIn, donc Alice Guyot. Vous pouvez contacter la patronnerie, donc contact@patronnerie.com. Et puis Instagram, hein, patronnerie, tout simplement. Voilà, j'essaierai de répondre, c'est important d'échanger. Puis comme on a un lieu physique aussi, c'est l'occasion voilà, de pouvoir passer nous voir. Si vous aussi, comme Alice, vous avez envie d'exprimer pleinement votre potentiel créatif et votre identité profonde, mais peut-être que vous vous sentez perdu et vous aimeriez être entouré, eh bien sachez qu'au sein de Poesia, on vous accompagne pour créer votre projet de vie entrepreneurial, artistique, qui soit aligné avec qui vous êtes et en plus qui soit au service de la société, dans le respect du vivant, l'humain et l'environnement. Merci beaucoup Alice en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le et partagez-le pour inspirer d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de la sortie de nos prochaines rencontres poétiques. Pour en savoir plus sur Poesia et nos accompagnements, retrouvez-nous sur notre site poesiavision.com. Prenez soin de vous et souvenez-vous que si ce monde ne vous correspond pas totalement, vous avez le pouvoir de poétiser le monde en créant le vôtre. À bientôt!